Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président du Sénat d'Irlande, Monsieur le Président de l'Assemblée d'Irlande, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, mes chers collègues. C'est avec émotion que je prends aujourd'hui à nouveau la parole devant vous, devant cette conférence européenne des présidentes et des présidents, qui est en quelque sorte le Parlement des parlements. En nous, l'idée démocratique s'incarne au plan continental, montrant à quel point, en 2 siècles, elle a rassemblé les nations européennes dans un idéal commun. De ce point de vue, notre conférence semble donner raison à Victor Hugo, qui, en 1849, faisait à ses concitoyens français et européens cette promesse visionnaire. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Ce projet pacifique, démocratique et européen, tous les humanistes ont joint leurs efforts pour le réaliser concrètement. Et ensemble, aujourd'hui, nous pouvons constater tous les progrès accomplis. Et pourtant, la guerre continue de menacer la stabilité du continent depuis que l'agression russe en Ukraine l'a ramené sur le sol européen. Et pourtant, les inégalités persistent, les discriminations, les violences, menaçant de rompre le consensus social à travers nos peuples, déjà travaillés par des solutions trop simples des populistes et les schémas très alambiqués des complotistes. Ajoutons la crise climatique qui suscite l'inquiétude et parfois la révolte de jeunes générations, la crise sanitaire dont nous sortons à peine, la crise migratoire à laquelle nous nous efforçons de remédier par des solutions humaines, le retour de l'inflation avec un niveau toujours élevé de chômage, autant de motifs d'incertitude, autant de risques de déstabilisation. Dans ce contexte, il importe d'engager une réflexion de fond sur le fonctionnement et l'avenir de nos démocraties, nécessairement affectées par l'ensemble de ces chocs. Par ses contre-pouvoirs, par son organisation fondée sur le débat contradictoire et la raison, la démocratie constitue en elle-même un mécanisme de stabilité qui nous aide à surmonter les crises. Mais il est arrivé dans l'histoire que des démocraties succombent à l'instabilité. Et c'est un drame que nous ne voulons plus voir à l'avenir. La démocratie est-elle en crise aujourd'hui? Ou est-ce le monde en crise qui déstabilise la démocratie? Et de quelle démocratie parle-t-on? Nos 46 pays, sur des principes analogues, ont bâti 46 constitutions différentes, traduisant la diversité de nos traditions politiques et de nos tempéraments nationaux. Car la démocratie n'est pas une abstraction, ni un concept de droit constitutionnel. Elle vit à travers nos peuples, à travers les demandes et les espoirs de nos 300 millions de concitoyens qui veulent prendre part au débat comme à la décision, qui souhaitent s'exprimer et être entendus, qui ont soif de débat et de réformes démocratiques. C'est là un premier point plutôt encourageant. Les Européens ne demandent pas moins de démocratie ni moins de liberté, mais des formes renouvelées et modernisées de consultation, plus conformes à leur temps et à leur questionnement. Sauf à laisser le populisme capter à son profit cette impatience démocratique, il est possible de renforcer le pacte démocratique en renouant avec nos concitoyens un nouveau pacte de confiance. La confiance, tout est là. C'est la grande question qui recouvre une série de défis à relever. Nous tous, parlementaires d'Europe, quand nous allons sur le terrain,
Nous sommes interpellés par des citoyens qui veulent savoir à qui et pourquoi ils délèguent cette précieuse parcelle de souveraineté qu'ils détiennent. En France, depuis presque 15 mois que je préside l'Assemblée nationale, j'ai multiplié les rencontres et les échanges directs avec les Français. Pas seulement dans ma circonscription, mais en organisant des permanences citoyennes auxquelles chacun pouvait s'inscrire pour être tiré au sort, en me rendant à une série de consultations à travers tout le pays sous le label « Parlons démocratie ». Et quand on propose aux citoyens d'en parler, ils ont des choses à dire. Et c'est l'enseignement tiré de ces échanges que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Le premier défi consiste à réduire l'abstention. L'abstention sape la légitimité même de nos assemblées. Suffit-il pour cela de rendre le vote obligatoire? Il y a d'autres solutions, comme de synchroniser les scrutins pour les organiser le même jour, comme le font par exemple nos amis suédois. Il faut surtout convaincre chaque citoyen qu'il a un rôle à jouer, que sa voix compte et que sa voix sera entendue. Et pour que nos concitoyens votent en confiance, pour qu'ils ne s'abstiennent pas ni ne se réfugient dans des attitudes purement protestataires, nous devons veiller à ce que la démocratie représentative soit vraiment représentative, c'est-à-dire qu'elle permette à chacun de se retrouver dans l'Assemblée élue. Cet enjeu de représentativité s'entend d'abord au sens politique, avec un véritable pluralisme, pour que l'ensemble des forces politiques soient représentées au Parlement et puissent s'y exprimer. Mon pays est l'un des rares à pratiquer le scrutin uninominal majoritaire, et nous réfléchissons en France à une évolution vers la proportionnelle, ou au moins une dose de proportionnelle telle qu'elle se pratique dans les 3/4 des pays européens. C'est une exigence de justice en même temps qu'une garantie démocratique, car un parti qui siège au Parlement est obligé d'y faire publiquement des choix, au lieu de vivre dans le confort de l'ambiguïté. Pour que la confiance règne, il faut également répondre au défi de la confiance dans le scrutin lui-même. Une loi électorale compréhensible par tous, un dépouillement au-dessus de tout soupçon, avec la participation de scrutateurs bénévoles dont l'action doit être saluée. Cela peut paraître évident, mais trop de fake news circulent et nous savons que les résultats même d'un scrutin peuvent être parfois mis en doute. Le vote électronique, de ce point de vue, constitue un enjeu, mais doit s'entourer de toutes les précautions possibles pour sécuriser les machines à voter et parer les tentatives d'ingérence étrangères. Au-delà des modes de scrutin, la représentativité doit aussi s'entendre d'une autre manière, indépendamment des groupes parlementaires et des étiquettes politiques. Une assemblée paraîtra d'autant plus légitime qu'elle sera vraiment le reflet de la population, au plan sociologique, au plan humain. Et c'est là le troisième défi que nous avons à relever. Oui, notre Europe moderne ne peut se projeter que dans des assemblées à son image, c'est-à-dire des assemblées féminisées, ouvertes aux jeunes, composées d'élus issus de tous les milieux sociaux. Première femme présidente d'une assemblée parlementaire en France, je mesure la force du mot « féminisation ». Celle-ci ne doit pas être simplement statistique ou de façade. Elle signifie que des femmes accèdent dans nos assemblées, dans nos groupes, voire dans nos gouvernements, à des postes éminents de responsabilité. Aujourd'hui, seul le Conseil général d'Andorre est parfaitement paritaire. Les assemblées d'Islande, de Norvège et de Suède sont toutes proches de cet objectif de parité. Mais en moyenne, les femmes ne représentent encore qu'un tiers des assemblées parlementaires d'Europe et seulement 30% de nos chambres basses sont présidées par des femmes. Nous avons donc, dans nos pays respectifs, le mien compris, des marges de progression considérables. De même, l'ouverture à la jeunesse ne signifie pas simplement accueillir sur nos bancs quelques benjamins ou surdoués de la politique. Plus fondamentalement, il s'agit d'entendre et d'intégrer dans la délibération parlementaire les générations futures, celles qui s'abstiennent, celles qui aussi n'ont pas encore le droit de vote, mais à qui s'appliqueront les décisions de long terme prises aujourd'hui et qui subiront le plus les conséquences du changement climatique. La représentativité de nos assemblées tient aussi à nos relations de proximité avec les citoyens.
Quel que soit leur milieu social, leur degré d'instruction, ceux-ci doivent avoir accès à leurs élus, directement, en prenant rendez-vous, en dialoguant, et aussi par les médiations multiples que nous apportent les nouvelles technologies. Chacun de nous sera d'autant plus représentatif qu'il aura pu entendre et comprendre un grand nombre et une grande diversité d'électeurs. Concilier démocratie directe et démocratie représentative, tel est justement le 4e défi que nous avons à relever ensemble. À cet égard, permettez à la représentante du Parlement français d'affirmer que nous ne devons pas craindre le référendum. Je ne parle pas de plébiscite qui viendrait amoindrir le rôle du législateur. Je souhaite des référendums dépassionnés, organisés durant des journées de la consultation, comme en Suisse, qui permettraient de prendre le pouls de la population sur plusieurs questions précises pour instituer une démocratie continue, fondée sur le civisme et l'écoute. Afin que la démocratie soit au rendez-vous, nous avons à surmonter ensemble un 5e défi, veiller à l'exemplarité de nos assemblées. La corruption, au sens propre, est synonyme de pourrissement. Elle détruit les bases mêmes de la démocratie et c'est pourquoi elle doit être combattue et punie sans complaisance, par le contrôle, mais aussi par la présence d'un déontologue, comme nous l'avons fait à l'Assemblée nationale. Nous devons tout faire pour garantir la parfaite probité des élus. Nous, qui sommes intègres, désintéressés, dévoués à nos concitoyens, ne laissons pas quelques affairistes jeter le discrédit sur la sincérité de notre engagement. Notre 6e défi est celui de l'efficience. Bien sûr, la démocratie est toujours renforcée quand le débat débouche sur des décisions qui changent concrètement, sensiblement, la vie de nos concitoyens. La démocratie, ce n'est pas seulement la discussion, c'est l'action de tous, au service de tous, dans le sens de l'intérêt général. De ce point de vue, la démocratie n'est pas moins efficace que les régimes autoritaires, où les décisions se prennent vite, mais sans concertation ni contrôle, ce qui a souvent des conséquences désastreuses. Contrôler, évaluer l'action du gouvernement, c'est aussi veiller à ce que les citoyens puissent s'approprier les lois, en voyant que les politiques publiques modifient véritablement leur cadre de vie, améliorent leurs conditions de travail et leur sécurité, ouvrent des perspectives nouvelles à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Enfin, nous savons bien que la démocratie n'est pas de génération spontanée. On ne naît pas citoyen, on le devient. Et c'est pourquoi notre 7e et ultime défi est celui de l'éducation. Oui, il faut éduquer le futur électeur à respecter les valeurs fondamentales de la démocratie et à jouer activement son rôle de citoyen. C'est d'autant plus crucial que les écrans aujourd'hui tendent à isoler les jeunes dans une bulle, les rendant plus vulnérables aux fake news et aux croyances complotistes. Contre la culture de l'individualisme, contre les tentatives de déstabilisation et de désinformation, nous devons donner une véritable éducation à la citoyenneté. Elle se joue à l'école, mais nous pouvons aussi y contribuer par une politique d'ouverture de nos assemblées, à travers des exercices comme le Parlement des jeunes, des spectacles, des visites, pour que les enfants et les adolescents sachent très tôt que le Parlement est aussi leur maison. Pour conclure, je voudrais affirmer qu'une démocratie moderne est fondée sur des valeurs. Quelles que soient les circonstances, la majorité ne saurait opprimer la minorité. La loi ne saurait aller contre les principes fondamentaux qui nous unissent et grâce auxquels nous avons la garantie qu'elle ne sera jamais un instrument de régression ou de discrimination. Nos pays sont des États de droit. Nous, démocratie membre du Conseil de l'Europe, disposons à cet égard d'une sécurité extraordinaire, la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle je veux rendre hommage. Nous fêtons cette année le 70e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'homme et nous devons à celle-ci de nombreuses avancées dans la protection des droits fondamentaux. En cette période d'instabilité, alors que la Russie a fait le choix malheureux de se retirer de la Cour européenne des droits de l'homme, cette voie de recours assure à l'ensemble de nos concitoyens que le législateur préservera un haut niveau de protection des droits fondamentaux dans
dans le cadre de son action. C'est la plus haute garantie d'une confiance méritée, c'est la consécration de la loi et du droit contre toute tentative d'arbitraire ou de restriction des libertés. Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents, mes chers collègues, nos démocraties ne craignent pas l'instabilité. Elles ont vécu des jours difficiles, des heures noires, et se sont toujours relevées, tant qu'elles ont su inspirer confiance en leurs institutions et en la force de leurs principes. Et puisque c'est à Dublin que nous voici réunis, je voudrais terminer en citant un descendant d'Irlandais, issu d'un certain Patrick McCartan, réfugié en France à la fin du XVIIe siècle. Je veux parler du général de Gaulle, fier du sang irlandais qu'il tenait de sa grand-mère maternelle, au point de terminer en visitant ce beau pays sa carrière politique. Il disait ceci: « Il faut préparer la jeunesse à affronter les épreuves sans tricher et tâcher de la convaincre, s'il y a plusieurs issues dans les difficultés, qu'il ne faut pas choisir la voie la plus facile, mais au contraire, la plus ardue. Elle ne sera pas encombrée. » Je vous remercie.